Daniel Linco, qu'on connaît bien à la PFA, puisqu'il a déjà participé à notre Assemblée Générale en 2015. Daniel Linco, pour le présenter rapidement, hein, il est directeur de recherche émérite au CNRS. Hein, c'est un grand spécialiste du photovoltaïque en France. Il va nous présenter plus un historique et un peu les nouvelles technologies qui arrivent. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Bravo pour l'évolution de la PFA. Je crois que la dernière fois que je vous avais rencontré, c'était dans un village, une petite ville à côté de Rennes. Ça fait peut-être une dizaine d'années. Donc, je vais passer, il y a plein de choses qui se sont passées depuis. Ce que m'a demandé Pascal, c'est en fait de vous présenter rapidement l'évolution des technologies de cellules solaires. Alors, ce qu'on va faire un peu, c'est que on est un peu comme des garagistes. Hein. En fait, on a une voiture. La voiture, c'est le système solaire. Il peut être sur une maison, il peut être un peu partout. Et pour fonctionner, il a besoin des roues, il a besoin de tout ça. Il a besoin d'un moteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une plongée dans le moteur, voir un peu de quoi il est fait. Est-ce que c'est des alliages aluminium-chrome, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On regarde l'intérieur et le moteur de tout ce qu'on fait, c'est la cellule solaire. Alors, comment elle fonctionne? Elle fonctionne, si vous voyez le petit schéma à gauche, là, c'est tout simplement quand on a une plaquette de silicium, hein, ce qui fait environ 0,2 mm d'épaisseur, qui est découpée dans un gros lingot de silicium. Et cette plaquette de silicium, elle est équipée de contacts, un peu comme les bornes d'une cellule. C'est pour ça qu'on appelle souvent des cellules solaires, on appelle ça des photopiles. C'est en fait comme une batterie, mais qui fonctionne avec la lumière. Donc les photons rentrent à l'intérieur du matériau, ils doivent être absorbés par la cellule. Et quand ils sont dans la cellule, et quand ils sont rentrés, ils excitent un électron, ils font bouger les électrons à l'intérieur, et par miracle un peu, les électrons sortent par un côté, par la borne négative, ils vont faire leur travail partout, ils peuvent déplacer des objets, etc. Et ils reviennent de l'autre côté avec la borne positive, ça donne un courant, ça se fait avec une tension, c'est tout simplement une batterie. Alors, ce que vous avez à droite, c'est les technologies qui, pendant très, très longtemps, ont dominé le marché. Jusqu'aux années 2010, c'est ce qu'on appelle les cellules à contact arrière avec silicium. Alors, vous voyez une cellule, ce que vous voyez, c'est les différentes étapes de préparation. À gauche, vous voyez une plaquette de silicium qui vient juste d'être découpée, elle est un peu grise, hein, et puis ensuite, on la traite, on la nettoie, on la rend très brillante, et vous voyez, il y a plein d'irisations, un peu comme le zinc, quand vous voyez les toitures en zinc, c'est pas ce qu'on appelle du silicium polycristallin. C'est les petits cristaux qu'on voit et ça brille, c'est très brillant. Et d'où, pour finir la cellule, on doit mettre une couche qu'on appelle anti-reflet, qui est en général bleue. Donc, on fait des traitements qu'on appelle des traitements de diffusion, on fait une jonction, on crée le moteur quelque part, et après, il faut attraper les électrons et les faire rentrer. Donc, pour attraper les électrons, ils sont un peu comme des bulles, ils montent à la surface. Et donc, quand ils arrivent à la surface, il faut les faire aller au contact électrique qui se fait par une grille. Donc, vous voyez, ça, c'est la grille de face avant. Et en face arrière, il y a en général une nouvelle grille, mais comme la lumière vient de devant, finalement, ça peut être pratiquement plein. Donc, c'est surtout la face avant qui compte. Et en fait, tout ça, la mise au point du moteur, c'est un peu comme le moteur à explosion. Ça ne s'est pas fait en un jour et on raisonne en termes de rendement. En fait, ce qui est simple, c'est que le rendement, c'est le nombre de watts qu'on est capable de récupérer quand on éclaire sous un soleil normal. Donc, vous voyez que pendant des années, ça a traîné jusqu'aux années 50, et puis tac, on est passé à environ 14% de rendement, ça veut dire que 1 mètre carré donnait 140 watts, et aujourd'hui, on en est pratiquement à 260 watts, c'est-à-dire qu'en fait, les rendements records sont à 260 watts. Alors, vous voyez, ce qui est surprenant, c'est que tout ce que vous voyez, ces alternants, c'est en fait le moteur qui change. On fait changer le moteur, on le fait évoluer. Alors au début, le moteur, il était complètement, vraiment, c'était la découverte. Hein, il y avait 1% de rendement, c'est-à-dire que vous faisiez 1 mètre carré de photopile, vous aviez qu'1 watt, donc vous ne faites pas grand-chose avec. Ça, c'était en 41. En 54, ça s'est un peu amélioré. On a découvert qu'on pouvait faire des contacts, etc. Vous voyez, c'est la jaune qui est ici au milieu. Et puis, peu à peu, en fait, ça a progressé. Puis, on arrive à quelque chose en 73 avec des rendements autour de 15%, qui sont des rendements qui sont déjà tout à fait corrects. Et ça, c'était au niveau de 1975. Et puis, on fait encore un saut. Et vous voyez qu'en fait, peu à peu, on fait le moteur, un peu comme ce qu'on a fait pour des voitures. Vous comparez la voiture de M. Cugnot à la voiture d'aujourd'hui, ils n'ont plus rien à voir. Et bien, pour le moteur du photovoltaïque, c'est la même chose. Regardez la tête qu'avaient les cellules
peut-être que certains d'entre vous en ont vu, mais les cellules dans les années 80, vous vous rendez compte? Ces cellules étaient toutes rondes parce que c'était des monocristaux, enfin c'était découpé dans des sortes de choses rondes en fait, hein, dans des cylindres, et vous voyez, c'était des choses qui donnaient quelques watts, et on était déjà très content. Et puis ensuite, bah, finalement, ça continue à progresser, et alors là, au fur et à mesure, les cellules deviennent de plus en plus sophistiquées, et on invente à ce moment-là des couches différentes. Vous voyez, vous avez ce que vous voyez à gauche, là, c'est une plaquette de silicium qu'on dit de type P. Et puis au-dessus, il y a un oxyde, il y a une zone où on dit c'est du P+. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le dopage de la cellule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus du tout sur une cellule plate. On a fait des petites pyramides qui les rendent très noires, très absorbantes de la lumière. Et peu à peu, on arrive à rendre les choses plus compliquées. Regardez à droite, entre 89 et 94, le dessus n'a pas beaucoup changé. Par contre, en bas, on a fait des choses avec des trous, des choses comme ça. On a fait des zones qu'on a appelées P+, on a un oxyde. Donc, vous voyez, ça, c'est des cellules qui étaient dans les années 2000 et qu'on a appelé passivées localement diffusées à l'arrière. On les appelle la technologie PERL. Alors, il y a tout un tas d'acronymes. J'ai du mal à m'en souvenir moi-même parfois. Et puis, finalement, on arrive à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Ben, il y a un nouveau saut. Regardez ce qui se passe. Il y a 26,7%. C'est le rendement record. Et ce que vous voyez, c'est que ce rendement record, ben, il est apparu alors qu'on traînait depuis des années avec des rendements records à 25%. D'un seul coup, il s'est passé par quelque chose parce que deux nouvelles technologies sont apparues. La première, c'est en 2014. C'est une technologie qu'on appelle silicium à hétérojonction. Et regardez, vous avez toujours la plaque de silicium au milieu, mais là, en fait, toute l'architecture de la cellule a changé. Et vous avez en fait des couches qui sont des couches d'oxyde amorphe et puis des grilles. Vous retrouvez les grilles et cette cellule, on l'appelle HIT. Alors, c'est une des cellules qui sont développées en particulier au CEA et un certain nombre d'entreprises aujourd'hui se lancent dans les HIT. Et alors, le record du monde est obtenu avec cette cellule que vous avez à droite. Alors là, on l'appelle une cellule à contact arrière. À contact arrière interdigité. Alors, vous voyez, c'est une cellule HIT IBC. Pourquoi? C'est hétéro-intrinsèque junction et IBC, c'est back contact interdigité. En fait, on s'est rendu compte, avec l'amélioration du silicium, qu'il était possible, en fait, de mettre les contacts non plus à l'avant, où il faisait de l'ombre, mais de les mettre à l'arrière. Et là, ça donne quelque chose qui a franchi les 26% de rendement à 26,7%. Donc, vous avez deux technologies émergentes qui sont apparues dans les dernières années. Hein, vous voyez, là, c'est directement 2015, 2017, et qui commencent à rentrer sur le marché, alors qu'auparavant, vous avez les cellules PERL dont je vous ai parlé. Alors maintenant, on va… Jean-Michel, maintenant, on va passer à l'évolution. Je vous montre quand même la cellule championne du monde. Hein. Cette cellule championne du monde, elle est capable, a priori, de faire 267 watts par mètre carré. Donc, si on arrive à faire un module avec ça, vous voyez la progression qu'il est possible de faire. Et puis, on a vu apparaître aussi des générations de cellules qui utilisaient ces nouvelles structures, en particulier au niveau de l'agriculture, avec le HIT, les cellules HIT, elles sont intéressantes parce qu'elles acceptent d'avoir la lumière des deux côtés, du côté devant, derrière. Donc, en fait, elles peuvent fonctionner en utilisant ce qu'on appelle l'albédo, si on les met au niveau du sol, mais surtout, ce qui est devenu intéressant, c'est qu'elles ouvrent la voie à ce qu'on appelle d'une implantation verticale qui commence à se voir, qui est testée aujourd'hui, et je pense que c'est aussi en lien avec l'agrivoltaïsme. Alors tout ça, ça bouge très vite. On a l'impression que tout ça, c'est des cellules silicium, et puis voilà, le moteur est le même. Et en fait, on est dans la même situation que pour les cellules, les moteurs de voiture. Ça bouge extrêmement vite. Vous voyez, là, c'est la production annuelle de cellules. Vous voyez qu'on est passé en quelques années, regardez, en 2000, il n'y avait pratiquement rien. C'était le trait, l'épaisseur du trait. En 2020, il y avait 150 gigawatts de photovoltaïque qui étaient installés. Et regardez les technologies. Le bleu, c'est des technologies silicium, comme je vous ai montré. Il y a deux types. Il y a les polycristaux, c'est celui qui ressemble au zinc avec les petits cristaux du début, 2010. Et puis, on s'aperçoit qu'au début, c'était le multicristallin qui dominait. Et regardez ce qui s'est passé.
le monocristallin était minoritaire, et le bleu, excusez-moi, le monocristallin était minoritaire, et d'un seul coup, en quelques années, à partir de 2015, il est devenu pratiquement majoritaire. Donc ça veut dire que pour les gens qui font des cellules, et je crois que vous avez parlé de carbone, les cellules évoluent, les technologies évoluent très vite, donc l'industrie est très mouvante. Je vous montre maintenant ces différentes cellules, comment elles apparaissent. Vous voyez, on était à gauche, on était avec les cellules qu'on appelait perles, hein, celles que je vous ai dit au début, et maintenant on a des cellules qui sont à hétérojonction, et une autre qui est apparue aussi, qu'on appelle des cellules à contact passivé. Alors le nom c'est TopCon, et en fait vous avez une structure de cellules qui également a évolué et donne de meilleurs rendements. Ici, j'ai tiré ces graphes d'un exposé que vous trouverez sur le site du Collège de France de quelqu'un qui s'appelle Étienne Drahi, qui est à l'IPVF, avec lequel je travaille, et qui a fait tout l'historique. Et vous voyez comment, au cours du temps, on est passé de type P à type N, et peu à peu, on arrive à des cellules qui commencent à venir sur le marché, dont je vous ai parlé, les contacts arrière, les cellules semi-transparentes. Un exemple d'évolution, regardez cette courbe entre 2013 et 2024, regardez l'évolution des technologies des cellules. Au départ, en 2013, majoritairement, c'était des cellules, ce qu'on appelle diffusées à l'arrière. Le BSF, c'est pour Back Surface Field. C'est des cellules où on faisait diffuser, on avait quelque chose d'homogène derrière. Et peu à peu, c'est les cellules de nouvelle génération qui sont apparues en bleu. Et regardez peu à peu, les bleus, les rouges diminuent, les bleus augmentent. Donc, c'est un domaine qui évolue de façon permanente. Et j'en profite pour vous montrer quelque chose qui est une prospective qui va un tout petit peu plus loin, puisqu'elle va jusqu'à 2031. Et là, vous voyez apparaître tout en haut à gauche, qui commence à se faire dans les laboratoires, c'est ce qu'on appelle les cellules tandem. Et en fait, c'est des cellules dont le rendement sera encore supérieur. Donc, vous voyez, c'est un domaine qui évolue, et vous qui utilisez les systèmes, en fait, il y a vraiment des évolutions au niveau de la recherche, au niveau de l'industrie. Et ça, c'est bien représenté par le transparent que je vous présente, c'est le rendement record de chaque technologie. Jusqu'en 2015, vous aviez une technologie qui dominait, qui était ALBSF. Le rendement des modules et des cellules, les rendements maximum, c'était 20%. Puis on est passé au PERC. Regardez, ça monte à 23,5. Puis à des contacts passivés. Puis à des contacts passivés avec les contacts à l'arrière, 26%. Et la limite théorique, on est en train de s'en approcher, c'est 29%. Et ça, donc, c'est des évolutions que l'on voit, et on voit ces évolutions se traduire au niveau des modules, avec des modules de plus en plus puissants. Et vous voyez aujourd'hui des modules qui sont, alors bien sûr, ils sont plus grands, mais les rendements sont beaucoup plus élevés. Vous avez des modules qui maintenant font la puissance d'un cheval. Le cheval, c'est pratiquement 750 watts. Hein. Eh bien, vous êtes à 580, 680 watts pour ce type de module. Et pour vous donner la dynamique des évolutions, regardez, ça vient de sortir, hein, c'était ce qui se fait par une entreprise chinoise qui s'appelle Longhi. Eh bien, Longhi, aujourd'hui, est en train d'essayer de mettre sur le marché des cellules à contact arrière interdigitées. Donc, vous voyez ce que je vous ai raconté sur les évolutions des moteurs, ça commence à apparaître au niveau des cellules. Et puis, voilà, sur l'autre chose que vous voyez, ce que vous verrez de plus en plus apparaître, c'est ce qu'on appelle des cellules tandem. Et là, avec les cellules tandem, vous avez des modules dans lesquels il y a une partie supérieure qui prend la partie bleue du spectre solaire, le bleu, et puis vous avez d'autres cellules dessous qui vont prendre le vert, le rouge, et regardez le rendement maximum. Il peut passer d'environ 30% pour les cellules actuelles, autour de 45%, et ça, c'est ce que nous faisons en laboratoire, et peut-être que dans quelques années, il y aura ce type de cellules. Et puis pour terminer, je voudrais juste vous donner un élément sur le marché tel qu'il se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le marché, on a franchi le 1 terawatt il n'y a pas longtemps d'installations cumulées, et on aura chaque année environ 500 gigawatts à 1 terawatt par an dans la décennie qui vient. On est vraiment dans la transition énergétique. Là, je vous remontre les choses, l'exposé qu'avait fait Étienne Drahi au Collège de France il y a quelques mois. Donc voilà, je voulais terminer pour vous donner cet élément d'évolution des technologies que finalement vous utilisez vous-même et dont vous faites l'expérience. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que, si je peux me permettre une question, je sais bien que sûr, oui, j'ai peut-être été un peu long.
par rapport à ce que tu m'avais dit. Non, c'était super intéressant, beaucoup d'informations. Est-ce que globalement, on peut, parce qu'on voit que les garanties qui sont apportées pour les nouvelles technologies, on a des garanties jusqu'à 25 ans, voire peut-être plus dans certains cas. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies, on pourra assurer une longévité encore plus importante des panneaux? Alors, en fait, les nouvelles technologies, elles vont quand même se poser la question de la stabilité au départ. C'est-à-dire que plus une technologie est affirmée, plus finalement, aujourd'hui avec les technologies, tu as raison, on peut aller à 25 ans, et il y a même certains fabricants qui disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 40 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des technologies qui sont très stables, etc. Les nouvelles technologies, ce qui va les faire se développer, c'est le rendement, qu'elles soient encore plus puissantes, ça prend moins de surface, etc. Donc, au départ, je ne pense pas qu'elles soient certifiées à moins de 25 ans. Je pense que le standard aujourd'hui, ça va être du 25 ans à minima, mais elles iront comme les autres vers les 30-40 ans. Sur le fond, en fait, mon impression, c'est qu'on peut aller vers des technologies qui soient pratiquement qu'on pourrait se transmettre de mère en fille ou de père en fils. Alors, sur les panneaux légers, en fait, effectivement, c'est un domaine qui évolue très, très, très vite, hein, dans la mesure où beaucoup de toitures ne supportent pas ou pas facilement des poids élevés. Or, aujourd'hui, un panneau lourd, c'est pas à cause du silicium, c'est à cause du verre. Et donc, en fait, il y a de plus en plus d'applications où on va remplacer le verre par du plastique, et je crois que c'est ce que fait Heliop également. Et en fait, ça, c'est une nouvelle évolution qui va permettre à du photovoltaïque, finalement, d'être encore plus facilement déployable, plus facilement utilisable. Personnellement, j'ai fondé une entreprise, personnellement également, qui s'appelle SoyPV, Soleil sur Yvette Photovoltaïque, et on est en train de développer des procédés avec des couches minces qui vont être enroulables, déroulables. Et un exemple, si vous voulez regarder ce qui est en train de se faire, vous pouvez taper Solar Cloth. Ça, c'est SOLARCLOTH. Et on travaille avec eux en essayant de fabriquer aujourd'hui des modules français ou européens un minimum, mais français, dans cette technologie qui n'est pas une technologie silicium, c'est une technologie couche mince, à base d'un autre matériau qui on appelle, alors l'acronyme c'est CIGS, cuivre, indium, gallium, sélénium. Voilà, mais c'est pour vous dire qu'en fait, il y a aussi une technologie qui est en train d'émerger à toute vitesse aussi. Peut-être en avez-vous entendu parler, c'est la technologie perovskite. Les Sandem silicium perovskite, elles ont déjà franchi la barre au niveau de la recherche, au moins, la barre des 30%. Aujourd'hui, ils commencent à faire des cellules qui sont à 33% de rendement. Mais bon, pour l'instant, les perovskites ne sont pas encore stables, elles n'offrent pas suffisamment de garanties, mais le chemin est ouvert. Et je rebondis sur je ne sais plus qui a parlé de ça tout juste avant que des modules allaient jusqu'à 40 ans. Il y a des collègues, je crois que je ne sais plus dans quel, qui ont fait des essais, je crois que c'est des gens de SolarCop, qui ont repris des très, très, très vieux modules qui ne fonctionnaient pas très bien. Ils ont enlevé les contacts, ils en ont remis des neufs, et la cellule est pratiquement repartie comme si elle avait été neuve. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment, et que c'était en fait un problème de corrosion des contacts. Parce que souvent, vous devez le voir, hein, s'il y a des défauts, ça va se corroder, ça va se décoller, etc. Mais si on regarde le cœur de la cellule, c'est la partie silicium, c'est très, 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 très stable. Il y a une question sur les films ASCA, technologie d'impression, une entreprise nantaise. Ah oui, très bien. Alors là bon, j'ai centré mon exposé sur ce qui se fait à 95%. Ce qu'on met aujourd'hui, ce qui s'installe, c'est des modules silicium. Le silicium est vous l'avez vu sur un moment la courbe, le silicium est à 95%. Il y a une technologie qui se développe aussi, qui est la technologie qu'on appelle le photovoltaïque organique, OPV, un peu comme les écrans plats, vous savez, les écrans OLED qu'on voit maintenant. C'est en fait une technologie qui est aussi une technologie couche mince qu'on fait par impression comme des encres. Et donc, c'est une technologie que Armor a développée. Après, il y a ASCA, il y a d'autres entreprises. Et c'est une technologie qui a qui est au niveau du futur très intéressante. Et pour l'instant, c'est une technologie qui n'a pas les mêmes rendements, qui a des rendements plus bas
que le silicium, plus bas que le CIGS, et une des difficultés, c'est en fait d'arriver à ce que des marchés se développent, etc. Donc, il y a des marchés qui se développent, mais c'est une technologie qui est en émergence et qui est intéressante. Voilà, moi qui suis chercheur à base, je trouve que c'est une technologie, si on arrivait à imprimer des cellules solaires comme on imprime des journaux, je dirais demain, la transition énergétique… Est-ce qu'il y a des outils ou des procédés qui permettent de tester le vieillissement des panneaux qu'on a chez nous pour savoir un petit peu où ils en sont? Oui, alors en fait, quand vous faites une analyse, alors je crois que chez vous, j'avais rencontré la dernière fois, j'avais été frappé et très intéressé par l'un de vos adhérents qui a montré qu'il utilisait un drone pour tester ses panneaux. En fait, on peut tester maintenant les panneaux avec ce qu'on appelle de la luminescence. Donc, on regarde la façon dont le panneau, quand il y a un défaut, le défaut, il chauffe. Et quand il chauffe, ça émet de la lumière, en fait, un peu comme quand on a la température. Donc, en fait, le test des panneaux, il peut se faire avec maintenant ce qu'on appelle la thermoluminescence. Et il y a aussi, quand on étudie bien, maintenant de plus en plus des panneaux sont avec des onduleurs qui ne sont pas des onduleurs en chaîne, qui sont des onduleurs qui sont associés à chaque panneau. Donc, on peut quelque part maintenant, grâce à l'informatique, grâce à parfois un peu d'intelligence artificielle, comme on dit, on pourrait presque remonter à la caractéristique d'un seul panneau. Et ça, c'est des choses qui vont permettre de tester en continu dans les années qui viennent. Il y aura des diagnostics et on saura sur plusieurs dizaines, centaines de panneaux, quel est le panneau qui flanche. Et donc, par ailleurs, dans les laboratoires, ce qui est fait dans mon laboratoire, c'est l'IPVF. On teste les panneaux, c'est fait aussi dans plein d'autres laboratoires. On fait ce qu'on appelle des tests de vieillissement accélérés. C'est-à-dire, on va les soumettre à des variations de température entre, je ne sais pas si c'est pas négatif, jusqu'à 70 degrés. On va faire des variations de l'humidité et on va voir en combien de temps le panneau perd sa propriété. Et donc, ça nous permet de dire que si on fait le test pendant une semaine, c'est équivalent à 30 ans de fonctionnement normal. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à certifier des panneaux en laboratoire avant de les mettre sur le marché. On n'a pas le temps d'attendre tant de temps. De plus en plus, on aura des tests. Les panneaux vont être testés en permanence. Je vais parler de la luminescence, mais on peut avoir d'autres types d'inspections qui sont faits. En fait, le panneau va vraiment être le cœur du système et on ne peut pas se permettre d'avoir des panneaux qui se dégradent. J'ai entendu, parce que j'ai un ami qui est installateur de panneaux également, il avait observé que dans des panneaux qui étaient mis au-dessus des tables, il avait observé que les panneaux qui avaient ce qu'on appelle des backsheets, c'est une feuille de polymère qui est à l'arrière du panneau, ils avaient observé qu'ils se dégradaient. Et en fait, c'est tout simplement parce que les panneaux, quand ils sont mis face à la décomposition, l'équivalent du fumier, etc., ça dégage des solvants qui sont plus agressifs même que le sel de mer. Donc, en fait, il y a tout un travail. Où est-ce qu'on les met, dans quelles conditions ils travaillent, et effectivement, ils ont observé que dans certains cas, il y a des dégradations qui se font. Mais ça, c'est vraiment des choses, au fur et à mesure, on progresse et on amène des produits qui sont mieux sur le marché. Merci beaucoup, Daniel. Quand vous exposez quelque chose, c'est toujours aussi limpide, même si c'est des choses à la base qui sont compliquées, mais alors vous avez une capacité d'expliquer les choses et à les rendre super intéressantes. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est un vrai bonheur que d'échanger, de vous avoir. Bonne continuation. Moi, je retourne à une autre réunion là, mais je suis très heureux et vraiment à la prochaine, comme on dit. Certainement. Merci encore beaucoup, Daniel. À bientôt. Au revoir.